Eh bien bonjour à tous, j'ai le plaisir d'animer ce chat vidéo dans le cadre de la Semaine pour l'Emploi, un événement organisé par Career Builder et France Télévisions. Je rappelle le principe, il est simple, vous pouvez poser vos questions directement sur Twitter, #SemaineEmploi ou sur le site de l'événement, semaine-emploi.com. Pour ce chat sur les métiers de l'informatique, j'accueille deux intervenants. Monsieur Ngom, vous êtes président des systèmes et des hommes. Exact. Et Régis Granarolo, qu'on ne présente plus, vous êtes président du Muncie. Je vais vous laisser vous présenter, Bien sûr. monsieur. Donc, je m'appelle Amadou Ngom et je préside une société spécialisée dans l'intégration de RP, notamment de PeopleSoft, et spécialisée sur les systèmes d'information de gestion des ressources humaines. Donc notre métier est d'aider les grandes entreprises à mettre en œuvre le logiciel PeopleSoft ou des systèmes en mode SaaS de gestion des ressources humaines. Et nous sommes présents à Paris, à Genève, et nous avons créé une filiale en Inde avec 200 consultants. D'accord. Et donc vos clients sont essentiellement les grands grandes groupes entreprises internationaux, et à Genève nous travaillons pas mal avec des organismes internationaux dépendants du système des Nations Unies. D'accord. Et alors le Muncie, est-ce que vous pouvez nous présenter le Muncie? Alors avant de présenter le Muncie, je vais peut-être me présenter rapidement moi-même. Je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai un certain nombre d'années d'expérience dans les SSI comme ingénieur développeur, chef de projet, également dans les télécoms. Et depuis quelques années, je suis consultant indépendant, entrepreneur dans l'IT. Le Muncie, c'est la principale, et pour tout dire, la seule association professionnelle en France qui réunit à la fois des salariés, des indépendants et des demandeurs d'emploi, principalement dans un but de défense des intérêts de ces professions. Donc c'est informatique, web, télécom, l'ensemble des métiers du numérique. Il s'agit à la fois d'un travail de défense d'intérêts, entre guillemets de lobbying, et également de production d'études à destination de nos adhérents sur le marché du travail informatique essentiellement. D'accord. Alors on va peut-être dans un premier temps essayer de dresser un petit état des lieux du marché et de manière très simple, est-ce que je peux vous demander de répertorier peut-être les grandes familles de métiers et également en face, quels sont les différents types d'employeurs? Je commence ou... Régis. Alors écoutez, il y a différentes nomenclatures professionnelles, hein. On en a dénombré 6 ou 7 je crois. Évidemment, elles reviennent toutes, grosso modo, aux mêmes familles. Bon, à savoir principalement, je dirais, 6 grandes familles, qui sont également celles de la nomenclature ROM de Pôle emploi. On peut les citer peut-être? Vous avez l'informatique de gestion vue sous l'angle du développement, essentiellement. Parce que la gestion, ça veut dire beaucoup de choses. Et on va se limiter dans cette catégorie-là au développement spécifique, à l'intégration de système, à l'assistance technique, la tierce maintenance applicative, etc. Toutes ces prestations liées au développement, à l'intégration de système dans l'informatique de gestion. Vous avez l'informatique orientée web, site, portail internet. C'est à la fois, c'est encore du développement, mais c'est aussi des métiers à la frontière du marketing, du e-business, on va citer les métiers tous les métiers de du web manager, qui sont etc. extrêmement variés. Hein. C'est au-delà de l'informatique, hein, ça touche des métiers qu'on retrouve en fait assez bien sur le portail des métiers de l'Internet notamment. Vous avez une troisième famille qui est celle des systèmes et des réseaux, donc tout l'ensemble des infrastructures de l'entreprise, des systèmes d'information. Une famille très importante évidemment, tout comme celle du développement. Vous avez une autre famille qui se situe un petit peu en marge de ce qui est système et réseau, c'est la famille exploitation, maintenance, production, qui est assez importante aussi, qui peut être un peu trop souvent oubliée quand on observe le marché du travail informatique, mais qui en réalité fait même partie d'ailleurs des seuls métiers en tension répertoriés par le gouvernement dans ces nouvelles listes. Vous avez enfin la maîtrise d'ouvrage, MOA, aspect fonctionnel. Ce sont des métiers qui sont essentiellement liés à la gestion de projet. C'est la rencontre entre les besoins des clients et la maîtrise d'œuvre, côté technique, développement des prestataires. Et enfin, l'informatique industrielle, au sens large, qui comprend à la fois l'informatique scientifique, pas la plus popularisée, on va dire, pas la plus courante, l'informatique technique, on appelle ici également les systèmes embarqués, une importance aussi
croissante, je dirais. Et puis enfin, une informatique industrielle qui se situe à la croisée de l'électronique, de l'automatisme, de l'informatique traditionnelle de gestion. D'accord. Alors je vais vous demander juste de parler un petit peu plus fort parce qu'on est en plein cœur du salon des jeudis et qu'il y a un petit peu de bruit et d'animation autour. Peut-être qu'on peut maintenant dire en face quels sont les types d'employeurs. Donc il y a les sociétés de services. Les sociétés de services, bien sûr. En fait, je pense que Régis a fait une présentation assez complète des différentes familles de métiers dans l'informatique. Après, si on regarde du côté des employeurs, vous allez vous retrouver globalement avec les pendants des métiers qu'il a énoncés. C'est-à-dire que les employeurs peuvent être d'abord les entreprises utilisatrices d'informatique. Ça veut dire à peu près toutes les entreprises qui elles-mêmes ont des services informatiques. Petites et grandes. Hein. Petites et grandes, et qui elles-mêmes ont des services informatiques. Et au sein de ces services informatiques, vous allez devoir régler l'ensemble des situations dont Régis a parlé. C'est-à-dire, vous allez devoir avoir du matériel à installer, à administrer, à faire fonctionner à travers les métiers de l'exploitation, du réseau, etc. Vous allez devoir mettre en place de nouvelles applications pour les utilisateurs au sein de l'entreprise, qui peuvent être des directions financières, qui peuvent être des directions commerciales, qui peuvent être des directions des ressources humaines. Donc il y a des gens au sein du service informatique qui vont accompagner ces métiers, donc côté maîtrise d'ouvrage. Je suppose de dialoguer avec les gens du métier, avec les différents métiers, pour ne serait-ce que leur faire dire ce qu'ils veulent et ensuite le traduire dans un langage informatique utilisable par la suite par les utilisateurs. Et au sein de ces services informatiques, évidemment, vous allez avoir des personnes qui sont en charge de réaliser les programmes, les faire évoluer, les maintenir, etc. Donc, du côté des utilisateurs, il y a déjà une variété de métiers relativement importante que vous pouvez retrouver. Et les gros employeurs du secteur informatique restent les sociétés de services informatiques. Je crois que ça représente en France à peu près 500 000 emplois, entre 450 000 et 500 000 emplois, qui sont des sociétés qui vont utiliser des informaticiens, au sens large du terme, pour aller prester, c'est-à-dire apporter du service aux entreprises utilisatrices d'informatique. Donc il y a parfois des sociétés de services qu'on appelle généralistes, donc qui en général sont plutôt de grandes entreprises de services qui vont couvrir la plupart des métiers que l'on retrouve dans le secteur informatique dont parlait Régis tout à l'heure. Et vous allez avoir des sociétés qui vont se spécialiser dans certains domaines. Certains vont se spécialiser sur les aspects réseau, télécom, infrastructure, etc. D'autres vont se spécialiser sur le développement de programmes. D'autres vont se spécialiser sur le conseil, l'accompagnement des métiers également lorsqu'ils ont des projets. Donc je crois que ce qu'on peut expliquer à nos internautes et interlocuteurs, c'est que globalement c'est un secteur dans lequel il y a une variété relativement importante de métiers, que c'est un secteur qui est plutôt demandeur de ressources, donc qui est un secteur plutôt en croissance en termes d'emploi. Voilà, en ce moment, c'est assez rare. Par marché des cadres. Absolument, je pense que c'est assez rare pour qu'on puisse le signaler. Et c'est un secteur dans lequel les carrières peuvent être relativement variées, parce qu'évidemment, quand on parle de services informatiques, il faut aussi imaginer qu'il va y avoir des commerciaux pour vendre ces services-là. Donc on peut travailler dans une société de services informatiques et ne pas faire d'informatique du tout, mais plutôt s'occuper de vendre, de faire le marketing autour de ces services-là, etc. Alors on y reviendra bien sûr au travers des questions de nos internautes. Il y a une question quand même que je me pose, c'est aujourd'hui quel est l'état de ce marché de l'emploi? Est-ce que la conjoncture a un impact? Est-ce qu'elle ralentit les embauches? Je pense que ce qu'il faut noter sur ce marché-là, c'est que c'est un marché du point de vue de l'emploi qui évolue relativement vite. C'est-à-dire que c'est un marché qui se retourne relativement vite. Donc je dirais jusqu'à maintenant, quand je dis jusqu'à maintenant, si on prend les 18-24 derniers mois, c'est un marché qui était plutôt demandeur de ressources et qui était plutôt en tension. C'est-à-dire qu'on avait du mal à trouver des personnes à embaucher sur ce marché-là, avec une petite nuance. Donc ça dépend des
profils, et ça c'est extrêmement important, parce qu'il y a quand même un taux de chômage dans cette profession. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'il faut quand même nuancer. Je donne une vision un peu globale, mais quand on regarde certains segments du marché, on va peut-être trouver des segments qui sont un peu plus en difficulté en termes de l'emploi que d'autres. Mais globalement, c'est quand même un secteur où la demande, en tout cas sur ces 24 derniers mois, a été plutôt forte. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'on sent la crise? On commence à la sentir en fait. On commence à la sentir, c'est-à-dire qu'on commence à se retrouver d'abord avec des clients qui réduisent leurs investissements sur les projets informatiques, qui réduisent les budgets, qui donc fatalement... Qui mettent plus de temps à se décider. Donc fatalement, ça a un impact sur, d'une part, leurs services informatiques elles-mêmes qui ne vont pas forcément recruter, mais également du côté des sociétés de services qui, elles, vivent des commandes de ces entreprises-là. On est dans une situation où on est un peu plus prudent sur nos plans de recrutement si on le compare par exemple au début de l'année dernière. D'accord. Régis, vous souhaitez apporter un éclairage sur ce sujet qui vous tient à cœur? Alors je ne vais peut-être pas m'aventurer trop longtemps sur les... dans le vif du sujet. J'allais dire, je ne vais peut-être pas m'aventurer trop longtemps sur les chiffres de l'emploi informatique qui sont un peu notre domaine de prédilection, mais très rapidement, alors pour resituer les choses, effectivement, c'est l'emploi informatique de manière très large, c'est à peu près un peu plus de 530 000 salariés, auxquels il faudrait rajouter 40 000 indépendants. On a à peu près 60% d'emplois dans les services informatiques, 40% dans les entreprises utilisatrices, mais par contre, on a beaucoup plus d'offres d'emploi et de recrutement, en raison essentiellement d'un turnover élevé, dans ces services informatiques. SS2I, éditeur logiciel, conseil en services informatiques. Ceci étant dit, comment évalue le marché, comment le situe actuellement? On était assez pessimiste il y a 6 mois, un peu moins. On s'attendait effectivement à une hausse évaluée à 10 à 30% du chômage dans la profession. Le chômage qui reste à un niveau quand même assez proche du plein emploi, il faut bien le dire. Pour nous, ce n'est pas le plein emploi, on est à 6% à peu près, et surtout, parce que 6% ça ne veut pas dire grand-chose, on estime qu'il y a à peu près un tiers des 30 000 demandeurs en emploi informatique qui rencontrent des difficultés relatives d'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de ce qu'on peut appeler un chômage frictionnel, un chômage incompressible, qui correspond en fait aux demandeurs d'emploi, un chômage tournant, si vous voulez. Bon. Ces 8 à 10 000, ce sont pour essentiellement des seniors, des informaticiens aux compétences, qualifications inadaptées par rapport aux besoins qui sont les plus recherchés sur le marché, ou également des informaticiens qui sont en province, qui veulent parfois y rester, qui ont du mal à trouver un travail, sachant que 60% d'emploi informatique, il ne faut pas l'oublier, 60% est concentré sur l'île de France. Oui. Et au total, 80% sur 3 ou 4 régions. Oui. Alors donc, je disais, on s'attendait effectivement à une hausse de 10 à 30% du chômage sur 2012, et je trouve, ma foi, surtout suite à la dernière conférence de presse du Syntec numérique, il y a quand même une assez bonne résistance. Oui, une assez bonne résistance. Il faut savoir que, comme disait M. Ngom, c'est un marché qui reste extrêmement cyclique. Le Syntec numérique évalue la part des activités récurrentes à peu près à 40%. Ça veut dire qu'il y a quand même 60% de l'activité pour laquelle on a une assez faible visibilité, qui je crois de l'ordre de 6 mois en moyenne. Bon. Aujourd'hui, tout laisse à penser, en tout cas si la conjoncture évolue de manière un peu plus favorable dans les mois à venir, que l'emploi devrait se maintenir le chômage devrait se maintenir dans ces niveaux actuels. Donc on ne s'attend plus à une baisse trop forte en tout cas. Bon. Ou plutôt une montée très forte du chômage et une baisse des demandeurs d'emploi. Je crois qu'il y a un tiers des entreprises qui anticipent une hausse de leur recrutement. À peu près la moitié des DSI anticipent des budgets en hausse ou en stagnation. Bon. Donc ce sont des points qui sont assez positifs. Alors bien sûr, c'est vrai, ça dépendra. C'est pas tous les informaticiens, toutes les compétences, on va dire, ne sont pas logés à la même enseigne. Alors, je pense qu'on y reviendra effectivement. Beaucoup de nuances
sur les sujets emploi et je compte sur vous pour nous apporter ces éclairages. On va prendre la première question, c'est Frédéric qui la pose. Comment jugez-vous l'offre actuelle de formation en informatique sur le marché? Formation initiale et continue, vaste sujet. Alors, on va parler de formation initiale. Est-ce que les élèves qui sortent, les jeunes diplômés... Écoutez, moi je pense que c'est toujours la même chose. Quand on recrute un jeune diplômé, il faut essayer d'être assez objectif et honnête sur ce qu'on peut attendre de ce jeune diplômé. C'est-à-dire que si on part du principe que les gens qui sortent de l'école sont 100% opérationnels, alors effectivement on peut émettre des critiques sur le système de formation. Nous, ce qu'on considère, c'est que lorsqu'on recrute un jeune diplômé, nous on le forme un mois supplémentaire, parce qu'on est sur des technologies très particulières et qu'en général, systématiquement, parce que simplement les sujets sur lesquels nous travaillons ne sont pas des sujets qui sont en général abordés dans l'école. En tous les cas, sur cette spécificité, il y a des notions générales qui leur sont données sur les ERP, mais on ne les a pas forcément formés à l'outil PeopleSoft. Donc si on veut qu'ils travaillent dessus, on est obligé de compléter leur formation. Et ça, il faut l'accepter, parce que c'est juste comme ça. De PeopleSoft, exactement, je veux dire. C'est pas. Par contre, je pense que si on emploie... Pardon, je me permets de préciser pour ceux qui ne savent pas que c'est un progiciel. C'est un progiciel de gestion de ressources humaines et de finances également d'ailleurs, et de finances qui est édité par la société Oracle. Mais si vous voulez, ensuite, si vous recrutez un jeune diplômé en vous attendant à ce qu'il soit assez confortable sur par exemple le langage Java, ça peut être une attente normale, parce qu'en général on va dire s'il a fait une école d'ingénieur, on part du principe qu'un langage comme Java a été vu pendant son cursus. Donc encore une fois, moi je trouve qu'en France on forme plutôt bien les ingénieurs. Les ingénieurs sont plutôt bien formés. Alors nous, il se trouve qu'on recrute 90% d'ingénieurs. Donc quand je dis ingénieurs, c'est en fait Bac+5, parce qu'il y a les universitaires aussi beaucoup parmi nos embauchés. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que surtout, c'est que le système de formation post-bac sur les métiers de l'informatique en France est plutôt une formation de bon niveau. Ensuite, même s'il ne génère pas assez de jeunes diplômés sur le marché. Alors, il ne génère pas assez de jeunes diplômés. Je pense qu'il faut relativiser aussi, parce qu'on n'est que 65 millions en France. Je pense qu'on a un peu tendance à nous dire, oui, mais vous voyez en Inde, mais sauf qu'en Inde, ils sont 1 milliard, quoi. Donc, on peut pas. Donc, alors évidemment, on peut. Le marché est demandeur de plus, donc on peut toujours essayer de voir comment susciter cette formation et développer le nombre de diplômés autour de l'informatique. Je pense qu'on peut faire un effort de ce point de vue-là, mais globalement, je trouve que les écoles forment plutôt bien les ingénieurs. D'accord. Régis, vous souhaitez compléter? J'ai une précision, je vais essayer encore une fois de ne pas trop m'aventurer, j'allais dire, sur les chiffres, mais on a fait une petite étude qui vaut ce qu'elle vaut, et qui montre qu'a priori, les besoins, on aurait suffisamment de jeunes diplômés formés sur le marché du travail pour la filière STIC. On a besoin d'à peu près, l'informatique, c'est à peu près 20-25 000 jeunes diplômés, ou plutôt nouveaux arrivants sur le marché du travail, parce que jeunes diplômés, il faut savoir qu'à peu près... selon les filières, un tiers à 50% poursuivent leurs études, donc c'est pas significatif. Mais voilà, on estime qu'il y a à peu près 20-25 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail, dans les filières STIC de Bac+2, Bac+5. On constate également que le secteur recrute à peu près crée 15 à 20 000 nouveaux emplois chaque année. Donc on peut penser, en tout cas les chiffres laissent à penser que il y a suffisamment de jeunes diplômés formés à nos métiers. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez des jeunes diplômés qui vont dans d'autres métiers que l'informatique, finance, etc. Il y en a qui partent à l'international, il y en a qui créent leur entreprise, etc. Au final, je pense que les besoins sont comblés peut-être de justesse, on va dire. Il y a toute la question aussi que l'offre rencontre la demande. Ça c'est tout le problème. Et ça rejoint effectivement tout le problème de la formation. Si je parle de formation initiale, c'est pour mieux parler, c'est pour insister davantage sur la formation continue en réalité. Deux mots rapidement sur la Et je crois que les grands besoins, les grands efforts sont à fournir beaucoup plus sur le terrain de la formation continue, celle des demandeurs d'emploi, celle des salariés également, qu'au niveau de la formation initiale où effectivement on arrive toujours à adapter les jeunes à nos métiers. Les jeunes s'adaptent même avec des stages, etc. Là vraiment on a un problème qui perdure, à savoir que
on a un décalage important en termes sur ce plan de la formation professionnelle entre l'offre et les besoins. Les formations qui sont accessibles aux demandeurs d'emploi, qui peuvent être financées par les régions, par Pôle emploi, sont pour beaucoup d'entre elles, trop malheureusement, en inadéquation avec les besoins prioritaires sur le marché du travail. De surcroît, il y a trop souvent... Elles n'évoluent pas assez vite par rapport à l'évolution notamment des nouvelles technologies. Voilà, des besoins du secteur. Et j'ajouterais qu'il y a parfois des problèmes d'exclusion, de discrimination, parce que il faut que ces formations assurent une bonne employabilité. On sait très bien qu'il il vaut mieux recruter des jeunes que des seniors, etc. Donc on a, si vous voulez, un problème aussi de discrimination, pas seulement, quelquefois, souvent même à l'embauche dans certaines sociétés, mais au niveau de ces formations en elles-mêmes. C'est dommage parce qu'on pourrait former davantage de seniors, on pourrait former davantage de scientifiques dans les disciplines voisines de l'informatique, etc. Donc c'est pas seulement un problème d'inadéquation, c'est aussi un problème de recrutement dans ces formations. D'accord, on va prendre une autre question, celle de François. Je n'ai pas de diplôme en informatique, mais 12 ans d'expérience. Puis-je espérer évoluer professionnel dans les métiers d'informatique? Alors c'est une vraie question ça. Question. Mais ça rejoint exactement ce que je disais. Est-ce que parce qu'on parle toujours énormément des diplômes d'ingénieurs, des bacs plus 5, les autres, est-ce qu'ils ont leur place dans ce secteur et surtout quand ils ont derrière des années d'expérience? Alors moi je vais donner une réponse qui n'est pas une réponse universelle ni valable dans tous les cas de figure, mais cette personne dit avoir 12 ans d'expérience dans l'informatique. La vraie question, c'est sur quoi, en fait. Parce que je pense que jusqu'au début des années 80, il y avait une grosse partie, en fait, des effectifs dans l'informatique qui étaient des autodidactes d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas forcément formées, qui n'étaient pas forcément ingénieurs d'ailleurs, et qui se sont... mais qui se sont mis, alors à l'époque il fallait être geek sur du 3090 d'IBM, donc il fallait quand même avoir les moyens de se l'offrir, mais globalement c'était des profils qui finalement ont appris sur le tas sur les projets, etc. Il est clair, mais ça c'est la tendance générale de la société, il est clair qu'au fil du temps, on demande de plus en plus de connaissances initiales avant d'être accepté dans les métiers. Mais quels que soient les métiers, ce n'est pas, de mon point de vue, une spécificité de l'informatique. Donc cette personne, elle peut tout à fait évoluer. Moi je regarde dans mon entreprise, j'ai dit qu'actuellement on recrute quasiment que des ingénieurs. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans. D'accord? Et donc il y a des personnes qui sont rentrées chez nous avec des diplômes qui n'étaient pas forcément des diplômes d'ingénieur ou de bac plus 5 et qui ont évolué quand même au sein de l'entreprise. Donc après, ça dépend beaucoup de la politique. Non mais ça dépend aussi beaucoup de la politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, dans son ADN, accepte l'idée que les postes ne soient pas distribués en fonction des diplômes, mais en fonction des compétences et des mérites. Donc il n'y a pas vraiment de réponse définitive et universelle. Mais la vraie question qui se pose à ce monsieur, si c'est un monsieur, parce qu'il me semble qu'il s'appelait Julien, mais la vraie question qui se pose à cette personne, c'est est-ce qu'elle est aujourd'hui, elle maîtrise des technologies qui sont toujours des technologies dont le marché a besoin? Et est-ce qu'elle est capable d'évoluer, mais là je parle d'elle individuellement, c'est-à-dire si on la forme, est-ce qu'elle est prête à faire des changements de technologie, de métier, etc. au sein de la Alors vous dites que c'est important de s'adapter, de renouveler ses compétences. C'est primordial. Néanmoins, c'est vrai qu'en France, il ne faut quand même pas le nier, on est en France, le diplôme, on a à son importance. On ne jure que par le diplôme d'ingénieur et qu'on laisse peut-être moins sa chance. Oui, alors moi sincèrement, je pense que l'informatique n'est pas le secteur où c'est le plus critique. Parce qu'on est aussi dans un secteur où il y a des choses qui s'apprennent. Je veux dire, apprendre à développer avec un langage, on n'a pas forcément besoin. Donc on peut être un très très bon technicien du développement sans avoir fait de diplôme d'ingénieur. Après, la vraie question c'est, est-ce qu'on est dans un contexte, dans une entreprise qui va investir et nous accompagner dans notre évolution? Parce que si on n'est que l'ultra expert d'un langage, on restera l'ultra expert d'un langage. Si on veut évoluer dans le métier lui-même, ne plus faire de développement mais faire autre chose,
faut bien que quelqu'un nous accompagne dans les connaissances complémentaires nécessaires. Régis, vous souhaitez... Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce monsieur, pour répondre à sa question, devrait se regarder aussi du côté d'alternance. Il y a notamment des CQP, des certificats de qualification professionnelle, qui sont très intéressants dans la branche Syntax et ICF. Les périodes de professionnalisation, les contrats surtout de professionnalisation sont en croissance dans le métier. Je pense qu'il devrait s'intéresser également aux formations qui sont celles justement que l'on conseille le plus au MINSI, qui sont des formations de quelques mois, pas diplômantes mais certifiantes au minimum, qualifiantes en tout cas, et qui ont l'avantage des formations avec garantie d'emploi. Alors ce n'est pas les plus répandues, mais ce sont des formations... Il y a des organismes qui font ça essentiellement en Ile-de-France, et c'est là où je disais il y a cette inadéquation à la fois en termes de compétences, mais aussi au niveau géographique. Enfin, ce sont des formations qui se font avec des entreprises, des SS2I essentiellement, et qui couvrent forcément les besoins les plus recherchés du marché du travail, puisqu'à l'issue de cette formation, vous avez un contrat, vous avez un emploi garanti. Alors, il y a une sélection très forte. Hein. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un organisme sur la région parisienne qui s'appelle FITEC et qui fait régulièrement de ces formations. Alors, vous avez des formations sur SharePoint. Voilà, c'est un outil très utilisé, très recherché sur le marché du travail, peut-être l'un des plus recherchés, technologie d'outils collaboratifs. Vous avez plusieurs sessions. Plusieurs sessions de formation par an. Et vous avez l'issue des SS2I qui recrutent, peut-être pas suffisamment nombreuses, dans les échos que j'ai, mais bon, voilà. Vous avez des formations aussi sur l'informatique décisionnelle, qui est un marché toujours très prometteur, sur le développement J2E, .NET, etc. Bon, un peu moins PHP malheureusement. Enfin, vous avez, ce sont des formations qui se... Alors, vous avez, en marge de ces formations, vous avez également des dispositifs type POE ou préparation professionnelle à l'emploi. Là, vous avez également une formation qui vous adapte directement à un emploi. Donc ça va de concert avec des entreprises, avec des entreprises qui vous recrutent à l'issue de la formation. Et, je pense que c'est une excellente voie. Ensuite, il faut chercher à partir d'un certain âge, il faut aussi avoir le courage d'étudier la piste du portage salarial, ou chercher à se mettre à son compte. Et ça suppose évidemment d'avoir une bonne expertise, de bonnes compétences. Bien sûr. C'est pas forcément le cas de quelqu'un qui veut... Il y a une question de Thomas toujours sur la formation. Comment avoir une meilleure formation sur l'audit des systèmes d'information ? Ça ne court pas les rues non plus. Moi, je conseillerais, très rapidement peut-être, je conseillerais peut-être à ce monsieur de prendre contact avec une association professionnelle en France qui est assez connue, qui s'appelle La Faille, je crois que c'est l'association française de l'audit, une association qui cherche sur Internet, il va trouver rapidement, une association qui est spécialisée dans l'audit des systèmes d'information. Il y aura peut-être des réponses précises. Mais par contre, je sais qu'il y a quelques écoles d'ingénieurs qui ont des masters spécialisés. Donc c'est des masters. Il faut déjà avoir un diplôme type master avant de faire un master spécialisé. Mais je sais, il me semble que Centrale Paris notamment a un master spécialisé sur ça. Centrale, il faut penser à se tourner aussi vers ces écoles-là pour la formation continue. Absolument. Il n'y a pas de formation initiale en audit d'informatique. Ah, ça c'est sûr. Alors une question de Géraldine. Je suis passionnée de robots. Y a-t-il des formations et des perspectives d'emploi dans ce domaine? C'est très spécifique. Ah, c'est très spécifique. L'informatique industrielle, etc. Bon. Alors moi je connais moins bien ce secteur-là, donc je ne vais pas dire de bêtises dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a des formations, souvent universitaires d'ailleurs. Souvent universitaires. Je sais qu'il y a quelques universités, notamment il me semble à l'université de Grenoble, mais je ne suis pas très sûr, mais il me semble à l'université de Grenoble, ils ont une filière dessus. Maintenant, quels sont les débouchés, je ne saurais pas dire parce que je ne connais pas assez bien ce marché. Bon, une question, oui. En termes de formation, il suffit si on ne trouve pas sur Internet, il suffit de se rendre dans des centres d'information, d'orientation, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais vous en avez dans toutes les CIO. CIDJ, mais ça s'appelle toujours. Il y a les CIDJ, mais il y a aussi des centres d'orientation qui se trouvent sur tout l'ensemble du territoire. On peut trouver assez facilement des réponses sur les... D'accord. Il y a une question de Paul qui je trouve est une très bonne question. Comment distinguer les bonnes et les mauvaises SS2I?
Ah, C'est vrai qu'elles n'ont pas toujours ça, c'est une bonne question. Voilà. Mais d'abord, moi, je pense qu'il faut se poser la question, déjà, parce que moi, ce que je constate en tant qu'employeur, c'est que les jeunes diplômés ont souvent tendance à acheter des noms. Je les comprends aussi parce qu'ils n'ont pas une bonne vision du marché, donc ils ont un peu tendance à dire, mais si je vais chez machin, comme machin est un grand, alors je suis sûr que je fais le bon choix. Mais là, il y a une vraie question à se poser sur quel type d'entreprise on veut. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes diplômés fassent un peu d'introspection et se posent la question de quel type d'entreprise ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une entreprise dans laquelle la carrière est tracée, on va y aller peut-être lentement, mais on va y aller. Et auquel cas il faut se tourner vers qui alors? Vers les grands. Parce qu'ils le gèrent comme ça, globalement. Hein, globalement, on va nous dire, voilà, vous êtes rentré là avec tel diplôme, donc vous avez tel salaire. Comme vous avez ce salaire-là, dans 2 ans, vous serez là, dans 3 ans, vous serez là, globalement. Voilà, je schématise un peu, mais voilà, il y a des... Ou alors, est-ce qu'on veut rentrer dans des entreprises où je vais avoir un peu plus d'autonomie, où on va peut-être plus faire attention à mon potentiel, mon savoir-faire, mes résultats sur les projets. Je dis projets parce que nous, en tant que SSI, on réfléchit en termes de projets. Est-ce que je veux être dans une entreprise qui va investir dans la formation de ses collaborateurs ou pas? Est-ce que je vais être dans une entreprise où on va avoir une véritable politique de promotion des personnes qui sont embauchées, où les gens sont payés en fonction du mérite? Je vous coupe parce que c'est compliqué quand on sort de l'école, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur tout ça. Donc comment on peut faire? Mais on peut aussi parler aux anciens des écoles. On peut parler aux anciens des écoles. Parce que les associations d'anciens sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. Absolument. On sait, les anciens travaillent dans des entreprises, donc peuvent donner un avis objectif sur comment ça se passe, ou en tous les cas qui pourrait être objectif. Donc on peut quand même se renseigner. Et je pense, moi je conseille vivement aux jeunes diplômés de se donner ce mal-là. Régis, vous avez un conseil Ça serait difficile de résumer tout ça en un conseil. C'est une demande récurrente de nos membres. Donc on a un dossier qui leur est accessible, sur lequel justement on donne qui est en cours de développement, sur lesquels on donne un certain nombre de pistes pour choisir, pour cibler un employeur. On peut vous contacter pour ça? Je suis candidat, j'ai envie d'en savoir plus sur l'entreprise. Alors c'est quand même réservé à nos adhérents, moyennant une cotisation qui n'est que de 10 ou 15 euros par an. Donc voilà. Et parmi les avantages de l'adhésion, je vais quand même éviter de faire trop de publicité pour l'association. Il y a effectivement un certain nombre d'études qui sont soit achevées, soit surtout en cours de réalisation. Ça prend du temps, malheureusement, et on a très peu de moyens, parmi lesquels l'étude exhaustive du marché du travail, une classification des offres d'emploi, une étude justement, une classification aussi des SS2I. On a établi différentes listes de SS2I, c'est une sorte de notation sociale des SS2I, qui se base essentiellement sur les nombreux témoignages qui nous parviennent, sur les notations qui se retrouvent sur certains sites. Alors c'est pas scientifique, hein. Je sais très bien que faire attention aux témoignages, mais on arrive globalement à regrouper un certain nombre d'informations pour donner certains conseils par rapport aux employeurs. Alors comment? Il faut d'abord, le premier conseil que je donnerais, c'est plutôt de cibler des employeurs qui ont une vraie image de valeur ajoutée, c'est-à-dire en fait plutôt des sociétés de services qui ont une ou plusieurs spécialités, quelles qu'elles soient, que ce soit le développement, l'intégration de l'ERP, etc., ou bien dans la maîtrise d'ouvrage ou autre, parce que je crois, j'ai vraiment du mal à croire qu'on peut être une société socialiste du tout d'une part, je ne suis pas le seul à y penser, il y a des cabinets d'analystes qui vont dans le même sens, et surtout je vois difficilement comment on peut assurer une bonne gestion des ressources humaines, une vraie évolution de carrière, etc., si on a autant d'expertise, autant de compétences dans la société que de salariés. C'est sûr. Donc il faut, ensuite il faut cibler peut-être celles, c'est pas forcément facile à le savoir bien sûr, celles qui ont le turnover le plus faible, parce que ça veut quand même dire qu'il y a des difficultés de fidélisation des collaborateurs. Oui, mais là encore, on n'a pas forcément les bons chiffres. C'est compliqué d'avoir les bons chiffres. Il faut éplucher les bilans sociaux ou les bilans d'analystes. Souvent il faut faire la même démarche que les analystes financiers. En fait, il faut faire une
investigation. Ah, il faut. Il y a une vraie investigation sur je pense absolument. Si on a le choix, net, absolument. Les infos sur les Bien sûr, sociétés, c'est- bien sûr, bien sûr. Et puis vous avez les sites va prendre, d'évaluation, notation, un certain nombre de D'accord. sites. On va prendre une autre question parce que le temps passe. Celle de Rémi. Qu'est-ce qui pourrait stimuler davantage les créations d'emplois dans l'informatique? Alors, Qu'est-ce qui pourrait stimuler davantage les besoins. stimuler Alors, la c'est- création C'est d'emplois? un sujet intéressant parce que ce qui est quand même un peu navrant, je dirais, dans l'informatique, c'est qu'on a, je prends les tout derniers chiffres du Syntec numérique, encore une fois, 40 000 recrutements, dont 30 000 de cadres, ce sont à peu près les mêmes chiffres que ceux de l'APEC pour 2012, mais seulement entre 3 et 5 000 créations d'emplois nettes de prévues. Donc on a une disproportion phénoménale, récurrente, mais cette fois-ci, j'allais dire, record pour l'année 2012, entre les recrutements bruts et les créations d'emplois nets. Ça rejoint malheureusement une étude récente de la DARES qui montre également que qui a établi des prévisions de création d'emplois dans l'informatique pour la décennie en cours, et qui montre que dans les métiers IT, l'informatique et les télécoms, ces prévisions d'emploi sont en croissance seulement très modérée par rapport aux 2 décennies précédentes. Et surtout, enfin, une des raisons étant que les départs à la retraite sont très faibles, sont seulement compensés, si vous voulez, par des créations véritables de postes un peu supérieures à la moyenne du marché du travail. Enfin, donc c'est une étude qui est publiée sur notre site. Qu'est-ce qu'il faudrait faire répondre à cette question? Non, mais Alors, ça c'est politique comme non, mais quelque enfin, part. ça dépend. Moi, je pense que ce qui crée de l'emploi, quand même, c'est le travail. Je veux dire, c'est un peu une boutade, mais finalement, qu'est-ce qui va faire qu'une société comme la mienne va créer de l'emploi? C'est parce que mes clients développent de nouveaux projets. D'accord? Donc, concrètement, il faut qu'il y ait de la croissance d'une manière générale sur le marché pour qu'on puisse créer des emplois. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, si derrière la question, il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour intéresser plus de monde à l'informatique, c'est-à-dire faire en sorte que les diplômés se dirigent vers ce secteur-là, ce qui est une question un tout petit peu différente. L'attractivité. L'attractivité, donc là se pose le problème de l'attractivité du secteur. Je pense, moi j'avais fait une tribune, il me semble que c'était dans le monde informatique, où je disais finalement les SS2I ont fini par tuer le métier. C'est-à-dire qu'elles ont fini par être dans une telle logique que les métiers de l'informatique, en tous les cas perçus par le grand public comme étant les métiers dans les SS2I, perdaient de l'attractivité parce qu'il n'y a pas eu le courage de développer de vraies politiques de gestion des ressources humaines, parce qu'il n'y a pas eu le courage forcément d'accompagner la formation des jeunes dans les entreprises, parce que les jeunes ingénieurs étaient à la merci des commerciaux qui globalement ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'ils faisaient, mais essayaient de... Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont dues quand même à une politique des SS2I qui peut être discutée. Donc ça, c'est l'attractivité, parce que comme les SS2I sont le plus gros employeur quand même du secteur, l'image qu'elles donnent peut avoir très clairement un impact sur l'attractivité ou pas du secteur. Sans compter qu'en face, on a des clients qui se sont lancés dans des espèces de... Alors ils appellent ça d'un mot un peu barbare qu'ils appellent massification, mais globalement ça veut dire essayer de faire payer, de payer le moins possible la prestation de services informatiques. Le résultat c'est quoi? C'est que si vous baissez le prix de vente, au mieux vous maintenez les salaires, au mieux vous maintenez les salaires. Donc les ingénieurs finissent par être mal payés s'ils comparent aux ingénieurs de leur promotion qui sont allés travailler dans la finance, qui sont allés travailler dans l'industrie, qui sont allés travailler dans d'autres secteurs. Donc on se retrouve quand même dans un marché qui risque à force de perdre de son attractivité, sans compter l'effet, c'est déjà le cas. Sans compter l'effet offshore, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a, si derrière cette question-là, c'est comment rendre le secteur plus attractif, moi je pense qu'il y a du travail à faire sur plein de domaines. Alors, on va prendre une question de Georges. L'informatique a-t-il encore un avenir en France avec les délocalisations et la montée du offshore? Voilà Alors, la Régis, question. Vous me demandez pourquoi ce homme a créé une filiale en Inde. Alors, c'est je pas vais vous dire, absolument, non, mais absolument, mais c'est pas du tout un reproche. Ah non, non, mais je vais, c'est c'est une bonne question parce que ça illustre cela.
Alors aujourd'hui, nous avons créé une filiale en Inde parce que nos clients en Suisse nous ont demandé des solutions offshore. Donc très clairement, on est allé en Inde parce que nos clients nous ont poussé à aller en Inde. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Mais alors, c'est un service qu'on ne vend pas aujourd'hui en France parce que notre positionnement en France, le type de clientèle, etc. ne rend pas forcément nécessaire. Mais l'ensemble de nos clients offshoreisent leurs projets, alors en Inde parfois, mais aussi en Afrique du Nord, etc. Donc, il y a aujourd'hui de la part des clients une démarche délibérée, que je disais, que j'expliquais tout à l'heure, de baisse du coût d'achat de la prestation de service. Et vu les taux auxquels ils veulent acheter globalement la journée d'ingénieur, pour schématiser, auxquels ils veulent acheter la journée d'ingénieur, aujourd'hui, si on rentre dans ce schéma-là, je suis très inquiet, mais alors très inquiet pour les ingénieurs diplômés en informatique en France. Parce qu'à ce prix-là, on ne les payera pas. On ne les payera pas. Donc après, c'est la résistance que Syntec Numérique, puisqu'elle représente le métier, peut opposer à cette démarche-là, première chose. Deuxièmement, la responsabilité que les grandes entreprises estiment devoir avoir ou pas par rapport au marché du travail en France. D'accord ? Parce que quand vous voyez des sociétés d'État qui font de l'offshore ou en tous les cas de l'achat de la journée d'ingénieur en moyenne à moins de 400 €. Moins de 400 € en moyenne. C'est-à-dire que vous mettez dans le projet des gens qui ont 15 ans d'expérience et des gens qui sortent de l'école et en moyenne, ils veulent acheter ça à 400 €. Moi, je pense qu'à ce prix-là, on ne payera plus les ingénieurs en France, c'est clair. Régis, rapidement, je suis désolée parce que le temps passe, alors, il me reste un quart d'heure. Oui, pour dire que bon, on a sans doute été les premiers dans les années à la création du Multi, de 2003-2004, à s'alarmer du développement exponentiel de l'offshore à cette époque. Aujourd'hui, je voudrais quand même rassurer un peu la communauté informaticienne. De fait, l'offshore n'a pas tout emporté sur son passage. De fait, beaucoup de projets sont en réinternalisation. De fait, l'offshore ne produit pas les économies escomptées autant qu'annoncées en tout cas. Et à moyen terme, non, je ne crois pas que l'offshore progressera. Alors certainement, on va atteindre 10-15% du marché peut-être, mais pas plus. Que ça soit, voilà, c'est déjà important, mais bon, il faut. L'impact de l'offshore est davantage en termes davantage sur le plan des salaires, voire des conditions de travail, des méthodes de travail, que sur le plan de l'emploi, puisqu'on a globalement continué à avoir à peu près 10 000 créations d'emplois nets dans l'informatique. Et c'est ce qui est prévu pour les années à venir, 10 à 15 000 si vous voulez. C'est important de le resituer dans il faut le resituer par rapport au contexte des créations d'emplois. Bien sûr. Mais bon, il faut rester vigilant, mais je suis moins alarmiste qu'avant sur le plan de l'offshore. Voilà. Alors une question de Laurent, y a-t-il des possibilités de télétravail dans l'informatique ? Il y en a de plus en plus. Ça dépend pour faire quoi. C'est toujours la même chose. Alors c'est quand même un secteur où on est plutôt à la pointe en termes de télétravail. Pas forcément. Vous voyez, nous pour prendre notre exemple, nos consultants travaillent beaucoup avec les équipes des clients, par exemple. D'accord. Oui. Donc c'est très compliqué de faire du télétravail, vous voyez. Alors après, si on fait par exemple du développement sur des projets, on n'a pas besoin d'être in situ pour les faire. Aujourd'hui, on peut. Métiers, absolument. Voilà. Absolument. Vous voyez, si vous devez intervenir pour faire de la maintenance sur des choses, si vous devez intervenir, mais par exemple pour faire de l'exploitation des systèmes, il y a une partie qui peut être faite en télétravail, très clairement. Tout à fait d'accord. Il y a deux évolutions parallèles. Une première évolution qui est celle de rapprochement toujours plus important entre direction métier et maîtrise d'œuvre, etc. Donc ça, c'est plus la gestion de projet, la maîtrise d'ouvrage, évidemment. Et là, donc on a un besoin de proximité qui est relationnel, si vous voulez, qui est important, qui est prioritaire. Et à côté de ça, vous avez de plus en plus, par contre, je pense, de prestations autour du développement, de la maintenance, TMA, etc., qui se font à distance, qu'on appelle ça télétravail, homeshoring, etc. Alors ça concerne peut-être davantage les indépendants, les freelances, pour les PME, mais je pense que face aux politiques publiques, notamment, face à de nouvelles recommandations, et je crois aussi à certaines incitations qui sont données au niveau de la branche,
on va de plus en plus vers une part de télétravail à domicile. D'autant plus que le télétravail vient de rentrer dans le code du travail, c'est une nouveauté. On va prendre une question de Stan. Quelle évolution voyez-vous venir pour l'emploi des informaticiens étrangers en France? Encore un vaste sujet, je pense qu'on pourrait passer 1 heure sur chaque question en fait. L'évolution de l'emploi des informaticiens étrangers. Vous savez, le problème de l'emploi d'une manière générale des étrangers en France est d'abord un problème politique. C'est-à-dire que il y a 12 mois, c'était un secteur où on pouvait tout à fait, sans aucun souci, avec beaucoup de facilité, employer des ingénieurs étrangers. 12 mois après, pour des décisions purement politiques, on a décidé que c'était plus un secteur sous tension. Donc, dans la réalité elle est où? La réalité, c'est que aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs en France, il y a des étrangers. Et que ces étrangers, quand ils seront diplômés, ils chercheront à travailler quelque part. Parfois, ils retourneront chez eux, parfois, ils travailleront en France, parfois, ils iront aux États-Unis, parfois, ils iront en Allemagne, parfois, ils iront en Angleterre, etc. Donc, globalement, il y en a qui vont d'abord, et moi je trouve que c'est plutôt bien pour la France, qui vont chercher à être employés par des entreprises en France. Ce qui me fait dire, ben voilà, d'une certaine manière, on a contribué à leur formation, ben voilà, le tissu économique va bénéficier au moins pendant quelques années de leurs compétences. Donc le marché en a besoin. Après, est-ce que les politiques vont décider ou pas décider que le marché en a besoin? Parce que finalement, c'est de ça dont on parle. Ben ça, on ne sait pas. Hein. Régis, une question de Kélim. Quelles sont les compétences les plus demandées en informatique? Peut-être que vous pouvez nous éclairer sur les métiers sur lesquels il y a des tensions. D'accord, il y en a des je ne sais pas comment il reste de temps. Alors c'est un des dossiers sur voilà, c'est une des études que l'on fait effectivement pour nos adhérents. On épluche régulièrement les offres d'emploi, on fait un travail statistique sur ces offres, ces compétences qui sont recherchées, on étudie la presse, etc. Alors, en vrac, hein, vous avez les domaines qui marchent le mieux, les secteurs d'abord qui marchent le mieux, c'est le secteur en termes de secteur d'activité, je parle. C'est le secteur des utilities, tout ce qui est production, exploitation, distribution de l'eau, gaz, électricité, etc. L'industrie, les services aux entreprises, il faudrait décliner, etc. Bon, la banque et l'assurance, mais un peu moins qu'en 2011. Commerce, distribution e-commerce également, mais un peu moins qu'en 2011. Vous avez des secteurs qui marchent un peu moins bien que l'an dernier, comme le secteur qui ont des perspectives un peu moins bonnes que l'an passé, on va dire. Secteur public, télécom, surtout, transport, etc. Vous avez maintenant des segments d'activité comme les infrastructures, c'est-à-dire système, réseau, cloud, etc. Et la mobilité surtout qui sont en forte croissance. Leur mobilité, le politique essentiellement autour du SaaS, logiciel à l'application à distance. L'infogérance, dans les centres de services partagés, c'est-à-dire donc le travail l'emploi dans les régions se développe aussi davantage. Tout ça un peu au détriment des prestations d'assistance technique et de conseil. Ça, c'est plutôt les prévisions pour 2012. Maintenant, en termes de métiers et de compétences recherchées, alors en vrai, vous avez les experts en applications mobiles, développeurs d'applications mobiles, avec savoir, il faut connaître. C'est en forte demande. Il faut connaître les différentes plateformes, les SDK, etc. Objective-C, Java pour Android, API Blueberry, etc. Vous avez également des plateformes connaître HTML5 aussi, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez les postes d'architectes qui sont toujours en forte demande, avec il faut de l'expérience évidemment pour ça. Business architecte, urbaniste, des systèmes d'information, architecte logiciel, fonctionnel technique, etc. Ce sont des métiers un peu différents, mais bon, avec 5 ans d'expérience, on peut choisir. On peut essayer de trouver des postes aussi bien dans la gestion de projet que dans l'architecture, quel qu'il soit. Vous avez des spécialistes de données, c'est des métiers qui émergent de plus en plus. Autour du big data, c'est encore des prémices, mais ça va. C'est aussi des métiers qui sont en rapport avec l'informatique décisionnelle, hein, le travail analytique sur les données, de data mining, etc. Le cloud computing, ça se présente plus, ce sont des compétences autour très diversifiées autour des réseaux, autour des systèmes, virtualisation, qu'elles soient techniques ou applicatives, techniques au sens stockage ou logiciel, etc. Vous avez des sécurité, Green IT, etc. Je vous coupe dans notre lancée, mais il nous reste 5 minutes. Une question de Salim, elle appelle une réponse
très claire, très honnête. Quelle est pour vous l'école d'informatique la plus pointue actuellement? Celle qui vous vient à l'esprit? J'ai plutôt de bonnes opinions des écoles spécialisées en informatique, mais je ne risquerais pas de donner un nom en particulier. Oui, moi, là, honnêtement, c'est très compliqué de donner un nom comme ça de l'école la plus pointue. Ça dépend pour faire quoi. Non, mais ça dépend en plus pour faire quoi. Absolument. C'est toujours la même chose. C'est un vaste sujet. Stéphanie, la pratique des langues est-elle utile dans l'informatique? L'anglais. Pour l'anglais, oui. Encore et toujours. L'anglais, indiscutablement, oui. Salim, à quel rythme faut-il se former pour rester dans la course? Chaque année? Moi, je pense chaque année, oui. C'est pas seulement de la formation, c'est des métiers qui nécessitent une veille de plus en plus importante, une veille quotidienne. Il faut suivre avec les plus grandes régularités possibles les sites d'information, la presse professionnelle, etc. C'est aussi important que les formations techniques en elles-mêmes. Une question de Christian, est-ce que le futur de l'informatique n'est pas essentiellement dans les techno-web? S'il est dans le code robotique, il est dans le techno-web. Je ne sais pas si c'est dans le code. Non, mais c'est clair que les techno-web vont avoir une place de plus en plus importante, c'est sûr. Maintenant, les techno-web, faut pas... Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par techno-web, mais en tous les cas, il est clair que même les applications de gestion au sein de l'entreprise vont s'appuyer sur ces technologies-là. Ça, c'est indiscutable. Léonore, est-ce des métiers où on peut se mettre facilement à son compte? Alors, on a un petit peu répondu à cette question, mais facilement, pas si facilement que ça. Il faut avoir une expertise, avérée, je dirais. Il ne suffit pas d'avoir 2-3 ans d'expérience sur un domaine pour pouvoir se mettre à son compte. En tout cas, c'est assez risqué. Commencer peut-être par le portage salarial qui offre plus de garanties au départ. Sinon, effectivement, c'est en croissance. C'est une des raisons aussi, peut-être auxquelles on ne parle pas souvent, et pour lesquelles les sociétés ont un peu plus de mal à trouver des salariés, des difficultés de recrutement, parce que justement, il y a de plus en plus de freelance. On a à peu près 30 à 40 000 dans l'informatique maintenant, contre 10 à 10 000 ou 20 000 il y a quelques années. Et bon, ce qui est bien pour cela, c'est de s'appuyer sur des organisations professionnelles qui fédèrent beaucoup des freelances, comme le CSF informatique, dans la branche CSF. Une question de Marie, quels sont les salaires de l'informatique? Elle est beaucoup très générale. Est-ce qu'on peut dire une ou deux tendances sur les salaires? Les tendances des salaires? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les salaires, et notamment en regard de la conjoncture? Écoutez, si on regarde le salaire d'un débutant, aujourd'hui en SS2I, en Bac plus 5, moi je préfère parler de ce que je connais, en Bac plus 5, les salaires d'embauche vont être entre 34 et 38 000 euros. D'accord? Ce qui est plutôt bien payé si on compare à d'autres secteurs. Alors c'est moins payé que la finance peut-être, mais si on compare au métier de la pub, si on compare au métier de la distribution, si on compare, etc., c'est pas si mal que ça. Après, la question c'est comment évolue le salaire au sein des entreprises. Et là, honnêtement, il n'y a pas de règle en fait. C'est la politique salariale d'une entreprise à une autre. Une question pour vous, Régis. Question de Georges. Quel conseil donneriez-vous aux informaticiens seniors pour faire face à la concurrence des jeunes diplômés? Malheureusement, c'est pas facile parce que, comme on l'a signalé à plusieurs reprises, on est toujours dans des logiques de jeunisme, de pression tarifaire. C'est vrai qu'au départ, ça vient essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement des clients. Et le modèle économique est toujours très axé sur ce jeunisme. Il devient plus difficile, pas seulement pour les seniors, mais au-delà de 10 à 15 ans de carrière, de maintenir son employabilité, de trouver des métiers, en tout cas dans les métiers techniques. Alors comment? D'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucune fatalité. Il y a toujours, heureusement, des possibilités jusqu'à un âge plus avancé. Maintenant, il y a trois grandes évolutions dans nos métiers. Il y a l'expertise technique, la gestion de projet et des orientations le commerce, etc. Est-ce qu'il y en a une plus porteuse pour les seniors? Ça peut être aussi bien l'expertise technique que... c'est plutôt l'expertise technique, on va dire. La gestion de projet, ça nécessite d'avoir
d'avoir une expérience dans ce domaine, d'avoir des certifications, etc. depuis pas mal d'années. Donc l'expertise qui peut ensuite être mise à profit en se mettant à son compte, je le disais, même si ça présente aussi des risques. Une question de Salim qui rejoint celle évoquée précédemment. Les SS2I est-ce qu'elles payent moins que les DSI d'entreprise? C'est peut-être là où on ne sera pas d'accord. On parle de salaire, je propose ma question clairement. Voilà. Est-ce qu'on est moins bien payé dans les SS2I que dans les DSI? J'ai mon avis sur la question. C'est une bonne question. Je pense que globalement, les DSI vont payer un peu plus. Je crois que les DSI vont payer un peu plus, oui. Honnêtement, je n'ai pas de chiffres en tête, mais comme ça, intuitivement, je pense qu'elles vont payer un peu plus. C'est ce que montrent effectivement les deux principales études de référence, celle du CNISF et de l'APEC, qui montrent que les salaires dans l'informatique, les salaires médians et par ailleurs dans les SS2I sont un peu plus bas que dans d'autres secteurs d'activité, mais plutôt à forte composante de cadre technique, je dirais. Pas de comparaison effectivement avec tout ce qui est publicité ou autre, etc. Enfin, et par ailleurs, un peu plus bas effectivement dans les SS2I que dans les DSI. C'est peut-être maintenant ils évoluent plus rapidement. C'est vrai qu'on a. Et puis je pense que sur ce genre d'études, il faut avoir quelques nuances parce qu'après, il faut avoir aussi la pyramide des âges dans les DSI des entreprises et dans les SS2I. Voilà. Parce qu'il faut voir si on compare la même chose. Il reste une minute, mais quand même, je la pose. Une dernière question de Yann Pellissier. En région, au sein des SS2I, les conditions de mobilité sont difficilement gérables avec une vie de famille. Du coup, les informaticiens font mission sur mission sans s'établir. Comment gérer sa carrière avec ce modèle sans visibilité à plus de 6 mois? Alors, d'abord, c'est pas parce que les personnes vont de mission en mission qu'on ne peut pas gérer leur carrière. Pour moi, c'est deux choses absolument différentes. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de vraies politiques de gestion des ressources humaines ou pas dans l'entreprise. Parce que aller de mission en mission, alors mission en mission, encore une fois, nous on a des consultants qui sont sur des projets pendant 2-3 ans, donc il faut quand même la mobilité, il faut quand même un peu. Mais en fait, c'est pas parce qu'on change de mission qu'on n'a pas par ailleurs une carrière à développer. Nous, juste pour donner un exemple et pour schématiser la façon dont on voit les choses chez nous, c'est que globalement, on a deux filières dans l'évolution des carrières de nos consultants. C'est soit une filière qu'on appelle gestion de projet, donc ça je parle des consultants techniques, soit une filière qu'on appelle expertise. Et globalement, ce qu'on demande, c'est en fonction des envies, des capacités, de ce qu'on a envie de faire, on va plutôt les faire évoluer l'un vers un poste de in fine directeur de projet. Donc ça, il faut le gérer dans le temps. D'accord? Donc à un moment, on va y arriver et c'est absolument indépendant du fait que la personne change de projet ou pas. Après, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est quand elle arrive à un stade de sa carrière, évidemment, on va l'orienter vers des projets où elle peut exprimer cette nouvelle position qu'on lui donne dans notre organisation. Donc c'est vraiment un problème de gestion des ressources humaines plutôt qu'un problème de changer de projet. Très bien, écoutez, bien sûr on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je pense qu'on pourrait tenir des heures avec vous, on l'a compris. Je vous remercie vivement pour ces réponses. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir participé à ce chat et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de la semaine pour l'emploi. Bonne recherche, à bientôt.